pour Noël, mes parents m'ont offert un livre intitulé How to Grow Up. Ma sœur a reçu des billets d'avion pour l'Europe. Alors j'ai suivi leurs conseils et j'ai fait ceci. Le lendemain matin, ils allaient m'appeler en panique, parce que maintenant, je sais ce que vous pensez. Peut-être que c'était un beau livre. Peut-être un gentil mémoire inspirant, avec quelques anecdotes motivantes et une couverture pastel. Non. C'était un livre de poche avec un dessin animé d'une femme d'une trentaine d'années qui s'accrochait à une briquette de jus et à une baguette magique scintillante, pendant que des factures voltaient autour de sa tête. Le sous-titre disait « Stop being a toddler in a grown-up body ». Charmant. C'est le genre de livre qu'on distribue lors des formations obligatoires en ressources humaines. Le genre qui s'accompagne généralement d'un clin d'œil et d'un « ça m'a fait penser à toi ». Sauf que dans ce cas, mes parents ne clignaient pas de l'œil. Ma mère était déjà à mi-chemin en train de raconter à ma sœur l'autre exemplaire qu'elle avait acheté pour une collègue qui utilise encore des smiley dans ses emails professionnels. Horreur. Ma sœur, pendant ce temps, était occupée à déballer une enveloppe brillante sous le sapin. Elle était épaisse, couleur crème, et brillait pratiquement de prestige. Je n'ai pas eu besoin de plisser les yeux pour lire le logo de la compagnie aérienne imprimé en haut. Barcelone. A-t-elle soupiré de manière dramatique. Sérieusement? Mes parents rayonnaient. Nous voulions te donner une autre opportunité d'élargir ton réseau international, a dit mon père, comme s'il lançait une mission diplomatique et non pas finançait son troisième voyage de recherche sur le terrain de l'année. Pour faire avancer ta carrière, a ajouté ma mère. Puis, comme une arrière-pensée, elle s'est tournée vers moi et a dit « Et peut-être que ce livre pourra t'aider à faire avancer la tienne. » J'ai souri. Je fais ça quand j'essaie de ne pas pleurer, de ne pas crier ou d'éclater de rire d'une manière qui pourrait être mal interprétée comme un signe d'instabilité mentale. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois que quelque chose comme ça arrivait, mais si ma vie avait un thème de fête, ce serait un Noël très à sens unique. L'année dernière, ma sœur a reçu un MacBook pour ses études, et moi, une liste de tâches plastifiées pour organiser le garage, écrite à la main en Comic Sans. Je suis habitué à être l'arrière-pensée. Je travaille à plein temps dans une école maternelle. C'est bruyant, collant, parfois chaotique, et contrairement à ma famille, ça ne prétend jamais être autre chose que ce que c'est. Je passe mes journées à consoler des enfants qui pleurent, à résoudre des négociations d'otages à base de jouets, et à faire semblant de ne pas remarquer quand quelqu'un mange de la colle à paillettes. Je faisais aussi des anniversaires d'enfants le week-end. Animaux en ballon, ailes de fée, tout le tralala. Tu es la seule personne que je connaisse qui possède 6 paires d'ailes scintillantes et aucun manteau d'hiver, m'avait un jour plaisanté ma sœur. Mes parents appellent ça le boulot de clown, même si je ne me suis jamais habillé en clown, parce que j'ai du respect pour moi-même et pour la fragilité émotionnelle des enfants. Je ne fais plus autant d'anniversaires maintenant. Non pas parce que j'ai dépassé ça, mais parce que je n'ai plus le temps. La plupart de mes week-ends sont désormais consacrés à garder gratuitement la fille de ma sœur, parce que, comme aime le dire ma mère, il faut tout un village. Apparemment, je suis le village. Le village entier. La babysitter, la chèvre de soutien émotionnel, le contact d'urgence, et le pédiatre de secours quand le vrai est en vacances. Alors, quand ils m'ont tendu ce livre avec sa femme de dessin animé arrogante et sa petite crise de colère, je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas renversé la table basse ni quitté la pièce de manière dramatique comme j'aurais pu le fantasmer un lundi particulièrement mauvais. J'ai juste souri, puis j'ai pris une gorgée de cacao tiède que j'avais préparé pour tout le monde, et je me suis demandé comment je pouvais avoir 31 ans et me sentir encore comme une enfant de 10 ans dans ma propre famille. C'était l'un de ces repas style potluck où mes contributions étaient faites maison et pleines de cœur, et ma sœur avait apporté une sauce au canneberge toute prête qui a pourtant reçu plus d'éloges que mes pommes de terre rôties au romarin. À un moment, mon père a même dit « Waouh, Amélia, cette sauce au canneberge est délicieuse. Tu l'as faite toi-même » Elle a cligné des yeux. Non, j'ai littéralement ouvert une boîte. Il a ri comme si elle venait de raconter la blague de l'année. Tu as toujours été la pratique. J'ai failli m'étouffer avec mes pommes de terre. Plus tard, j'ai proposé d'aider à ranger, bien sûr, et ma mère m'a tendu un sac poubelle en disant « Tu as toujours été doué pour ce genre de choses. C'est ce que j'admire chez toi. Tu n'es pas trop fier pour faire les petits travaux. » J'avais envie de leur demander ce qu'ils pensaient que c'était, mon travail. Si s'occuper de 25 enfants de maternelle et les empêcher de se mordre,
de se coller ou de se lancer des dinosaures en plastique n'était pas assez réel, alors qu'est-ce qu'il était? Mais je n'ai rien dit, parce que c'était Noël et parce que je connaissais la réponse. Il ne me voyait pas comme une adulte. Il me voyait comme quelqu'un de fiable, joyeux, un peu bête, laide, les mains supplémentaires. Je n'étais pas ambitieuse. Je n'étais pas importante. Les gentils et ordonnés de cette famille se voyaient confier le nettoyage. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond de ma petite chambre louée au-dessus d'un salon de manucure. Je pouvais encore entendre le rire de ma nièce, un peu plus tôt, quand je lui avais fabriqué une marionnette de reine avec des assiettes en carton et des pompons rouges. Son rire résonnait plus fort dans ma poitrine que tout ce que mes parents avaient dit de toute la journée. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ils m'avaient offert un livre sur le fait de grandir comme une petite pique intelligente. Mais peut-être, juste peut-être, qu'ils avaient raison. Pas de la manière qu'ils pensaient. Pas dans le sens trouve un vrai travail. Pas dans le sens arrête d'agir comme une enfant. Mais dans le sens commence à agir comme une adulte qui mérite le respect. Alors je me suis levé, j'ai brossé les paillettes sur le sol, je me suis assise à mon bureau, et j'ai commencé à rédiger un message. Un message simple. Gentil. Poli. Ferme. Pas d'agression passive, pas de sarcasme, juste des limites claires. J'ai fait savoir à ma sœur que je me retirerais du babysitting régulier à partir de la nouvelle année. J'étais heureuse d'être tante, mais je ne pouvais plus continuer à sacrifier tous mes week-ends, surtout pas au détriment de mon temps, de mon énergie et de ma santé mentale. Je lui ai aussi gentiment indiqué que je ne contribuerais plus à son fonds de voyage ni à ses frais de scolarité. J'avais mon propre avenir à planifier. Je lui ai souhaité le meilleur, je lui ai dit que je croyais en ses rêves. Puis j'ai envoyé un deuxième message à mes parents, les remerciant pour le livre et leur disant qu'ils m'avaient vraiment fait réfléchir. Je n'ai rien dit sur ce que je ressentais. Je n'en avais pas besoin, parce que le lendemain matin, leurs appels ont commencé. Et je les ai laissés passer sur la messagerie vocale. Parce que j'avais du travail. Parce que j'avais des enfants qui me voyaient vraiment. Parce que j'avais une vie. Et parce que, pour la première fois depuis longtemps, je grandissais enfin à mes propres conditions. Je n'ai rien répondu, mais je ne m'attendais pas non plus à 6 appels manqués, 2 messages vocaux et un texto de groupe de ma mère qui disait « Nous sommes juste très surpris. Ça ne te ressemble pas. S'il te plaît, reconsidère pour le bien de la famille. » Ça ne me ressemble pas? Vous savez ce qui ne me ressemblait pas non plus? Offrir à son enfant un livre d'aide personnelle passif-agressif comme cadeau de Noël et s'attendre à ce qu'elle continue à laver la vaisselle et à élever l'autre enfant comme une nounou vivante allergique aux paillettes. Mais bien sûr, c'était moi le problème maintenant. Je n'ai pas répondu. Ni ce jour-là, ni le lendemain. J'ai pensé qu'ils pouvaient ruminer ça. Ils étaient très partisans des conséquences naturelles quand j'étais enfant. Il semblait juste de les laisser en vivre une. L'ironie, c'est que si vous demandiez à mes parents, ou même à ma sœur, ils vous diraient probablement que j'ai eu une enfance parfaite. Maison stable, pas de cris, bonnes écoles, aucune tragédie sur laquelle rejeter la faute. Ce qu'ils n'ont jamais remarqué, c'est que certaines des blessures les plus profondes ne laissent pas de marques visibles. Elles sont simplement traitées comme des blagues ou des styles d'éducation et enterrées sous des années de négligence subtile. Quand j'avais 7 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir une fée quand je serais grande. Pas une princesse, pas une ballerine. Une fée. J'avais préparé tout un discours. Je le croyais de tout mon cœur. Mon père a ri si fort qu'il a fait tomber sa fourchette. Peut-être vise quelque chose avec une assurance dentaire, a-t-il dit. Et ma mère a ajouté, elle changera d'avis. Elles le font toujours. Je n'ai jamais changé d'avis. Le rêve de fée est devenu l'éducation de la petite enfance. Les ailes scintillantes sont devenues des spectacles de marionnettes, des histoires et des projets artistiques désordonnés qui faisaient briller les enfants comme des sapins de Noël. Mais pour eux, c'était la même chose. Une phase, un adorable détour sur la route vers quelque chose de plus respectable. Ma sœur Amélia a toujours su ce qu'elle voulait. Le succès. Un succès brillant. Structuré, digne d'un tableur, certifié international. Elle avait une page LinkedIn à 16 ans, elle prenait les équipes de débat tellement au sérieux qu'elle s'entraînait à argumenter seule devant le miroir. Elle gagnait des prix pour des essais sur des sujets qui ne l'intéressaient pas. Elle était douée pour la performance,
juste pas du genre avec des marionnettes et des crayons. Quand elle a dit qu'elle voulait étudier les relations internationales, mes parents ont applaudi comme si on venait d'annoncer qu'elle avait guéri la polio. Elle va changer le monde, disait-il de manière dramatique. Elle a obtenu des bourses, des stages, des bourses d'études, et quand celles-ci se sont épuisées, elle m'a eu moi. Au début, c'était petit, aider à payer ses frais de visa étudiant. Juste jusqu'à ce que mon prochain chèque arrive, disait-elle. Puis c'était les manuels. Puis son voyage à Berlin pour un symposium de networking qui ressemblait étrangement à une retraite de yoga avec tapas. Puis la garde d'enfants. Celle-là était un peu plus permanente. Elle a eu son bébé Elodie il y a 2 ans. J'étais ravi. J'aime cette petite humaine comme si c'était la mienne. Mais l'aimer ne signifiait pas que j'avais accepté de la parenter pendant que ses vrais parents s'envolaient pour construire des connexions professionnelles à Lisbonne. Ça a commencé lentement. Juste pour 1 heure pendant que je fais des courses. Juste ce samedi pour qu'on puisse sortir. Juste pour le week-end. On n'a pas fait de voyage depuis une éternité. Et d'une manière ou d'une autre, juste est devenu toujours. J'ai manqué des anniversaires d'enfants au travail pour rester à la maison avec Elodie. J'ai annulé des rendez-vous. J'ai arrêté de prendre des gigs d'anniversaire parce que mes week-ends ne m'appartenaient plus. Une fois que j'ai mentionné peut-être recommencer, ma mère a dit « Oh chérie, ce n'est pas une vraie entreprise. C'est comme jouer à se déguiser. » Elle a dit ça pendant que je tenais sa petite fille, qui portait littéralement un tutu scintillant et m'appelait tante fée. L'ironie lui a échappé. Mais le pire? J'ai laissé faire. J'ai tout laissé faire parce que je pensais que c'était ça, être une bonne personne. Être bonne signifiait aider, être utile, être nécessaire, même si cela signifiait être invisible. C'est ce pourquoi on m'avait formé depuis toute petite. Quand Amélia avait un A, ils encadraient son bulletin. Quand je gagnais un concours de narration à l'école déguisé en dinosaure, ils me disaient de ne pas me vanter. Quand Amélia disait qu'elle voulait travailler en diplomatie, il vidait la chambre d'amis pour en faire un bureau d'études. Quand je disais que je voulais travailler avec des enfants, il demandait si je pouvais au moins envisager un diplôme de secours. Il ne me voyait pas. Il voyait mon titre de poste et grimaçait. Il voyait mes paillettes et pensait que ça signifiait que je n'avais pas grandi. Pourtant, j'ai essuyé plus de nez, géré plus de crises et arbitré plus de disputes de tout petit que la plupart des PDG dans une salle de conseil. Je le fais juste en basket et en tablier taché de peinture au lieu de costume. Je ne suis pas devenu une fée. Je suis devenu quelqu'un qui fait en sorte que les enfants se sentent en sécurité. Qui remarque quand ils sont silencieusement tristes. Qui transforme des bouts de papier en dragons et des câlins en confiance. Mais ça ne correspondait pas à leur définition du succès. Alors quand ils disaient « grandis », ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était « sois plus comme elle, plus comme Amélia ». Et j'ai presque cru. J'ai presque cru que le fait d'être joyeuse me rendait infantile, que le fait d'aimer les enfants me rendait bête, que le fait d'être utile me rendait inférieur. Jusqu'à cette année, jusqu'au livre, jusqu'à ce que je réalise que grandir ne consistait pas à être moins moi-même. Ça consistait à être plus moi-même, juste avec des limites. Alors j'ai commencé à me faire de la place. Cette semaine après Noël, je n'ai pas fait de babysitting. Je n'ai rien proposé. Je n'ai même pas fait d'allusion. J'ai poliment refusé la petite course qu'Amélia avait besoin de faire, et quand elle m'a rappelé qu'ils avaient un dîner vendredi soir, j'ai dit, j'espère que ce sera génial. Peut-être la prochaine fois. Elle n'a pas répondu. J'ai aussi arrêté d'envoyer de l'argent. Rien de dramatique. J'ai juste arrêté. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas expliqué. Je les ai laissés s'en rendre compte par eux-mêmes, ce qu'ils ont fait, à en juger par le texto que j'ai reçu jeudi. Maman, tu as toujours été si généreuse. C'est un peu blessant que tu choisisses maintenant de te retirer. Papa, nous nous inquiétons pour toi. Ce froid soudain est préoccupant. Amélia, alors, je suppose que je suis seule maintenant. Waouh. Il suffit d'arrêter d'être un service gratuit pour que les gens commencent à vous traiter comme si vous étiez devenu incontrôlable. Mais voilà la chose, je ne me retirais pas. Je me levais. Pour moi-même. Pour mon temps. Pour la joie que j'avais épuisée pour garder les autres à l'aise. Et quelque part au milieu de tout ça, j'ai recommencé à rire. Pas un rire faux.
Pas un rire en serrant les dents. Un vrai rire, qui secoue les épaules, du genre quelqu'un a dit quelque chose de vraiment drôle. Une collègue a renversé du jus sur son pantalon et en a fait une leçon improvisée de sécurité aquatique. Un de mes élèves m'a dit qu'il m'aimait plus que les bonbons à la gelée, mais pas plus que l'espace. Ce genre de joie ne vient pas de l'obéissance. Elle vient de la vérité. Du choix du genre d'adulte que l'on veut être, même si c'est le genre qui possède 6 paires d'ailes de fée et un tableur pour l'inventaire des paillettes. Le premier vrai signe de panique est arrivé via le chat de groupe. Fil de famille. Maman, question rapide. Tu es libre ce week-end pour Elodie? Amélia et Marcus ont un truc. Ça ne devrait pas être long. Moi, désolé, j'ai des plans. Amélia, des plans ou l'un de tes petits anniversaires? Moi, ni l'un ni l'autre. Je ne suis tout simplement pas disponible. Papa, c'est décevant. Nous comptions vraiment sur toi. Il comptait sur moi comme sur un cycle de sèche-linge ou un repose-pied. Aucune reconnaissance des centaines de week-ends que j'avais déjà sacrifiés. Juste l'hypothèse que je resterais pratique pour toujours. Ce week-end-là, je suis allé seul au zoo, et je me suis éclaté. J'ai nourri des girafes, mangé du coton candi trop cher, et j'ai ri à voix haute quand un tout petit a jeté une chaussure dans l'enclos des suricates en criant « C'est mon offrande ». Personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit. Personne ne m'a traité d'enfantine. Personne ne m'a tendu un bébé en disant « Sois une gentille fille et surveille-la juste un peu ». Je n'ai même pas posté à ce sujet. Je l'ai juste gardé pour moi. Bien sûr, ma paix post-girafe n'a duré que 36 heures, parce que le lundi matin, je suis arrivé au travail pour trouver 3 appels manqués de mon père et un message vocal qui commençait par « Nous sommes profondément blessés ». Toujours un bon signe. Apparemment, Amélia avait essayé de trouver une babysitter payée pour le samedi soir. Ses mots, pas les miens. Et ça avait échoué. Une ado avec un faux CV et un piercing au nez s'était désistée à la dernière minute. Et plutôt que d'annuler son cocktail de networking, elle avait laissé Elodie avec le cousin de Marcus. Le cousin, béni soit son âme, avait oublié de changer la couche d'Elodie pendant 5 heures, lui avait appris à dire merde à ça, et l'avait laissé manger de la crème fouettée directement à la bombe. Mes parents étaient horrifiés. Tu sais à quel point Amélia est stressée, a dit ma mère. Elle n'a pas besoin de ce genre de trahison. Trahison? C'était le mot. Comme si j'avais volé des secrets d'État ou abandonné un chaton dans la neige. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste fixé mon téléphone et lentement décollé un sticker Paw Patrol de mon cahier en respirant par le nez. La fois suivante où Amélia m'a texté, ce n'était pas une demande. C'était une affirmation. J'ai ri. En vrai, à voix haute dans la salle des professeurs, où 2 collègues se sont immédiatement penchés comme si elles venaient d'entendre le début d'un soap opéra. Elle m'a appelé immédiatement. Tu as quoi? J'ai arrêté d'envoyer de l'argent. Tu ne peux pas faire ça sans prévenir, je suis en train de postuler pour ce programme à Genève. Elle est restée silencieuse une seconde bénie, puis elle a ricané. La vérité, c'est que le livre n'était que la dernière goutte. Un petit livre de poche mal conçu posé en équilibre au sommet d'une montagne de babysitting non payé, de commentaires passifs-agressifs et d'invisibilité émotionnelle. Ce n'est pas à propos du livre, ai-je dit. C'est à propos de tout. C'est quoi, tout? Toi, ai-je répondu. Et maman et papa. Et comment aucun de vous ne me prend au sérieux sauf quand je suis utile. Comment mon travail est une blague pour vous, mais mon travail gratuit est apparemment sacré. Comment j'ai payé des milliers pour soutenir tes études et tes voyages pendant que vous leviez les yeux au ciel sur les miens comme si j'étais une sorte de drop-out de conte de fées. Oh mon Dieu, a-t-elle marmonné. C'était le classique arrêt Amélia, la même voix qu'elle utilisait quand nous étions enfants et que je pleurais après qu'elle avait coupé la tête de ma licorne en peluche préférée. Tu es trop sensible. Tu es juste émotive. Grandis. Tu n'as pas droit à mon argent, ai-je dit doucement. Et tu n'as pas droit à mon temps. J'aime Elodie, mais je ne suis pas ta nounou. Elle a raccroché, ce qui était en fait une petite victoire, jusqu'à ce que l'escalade commence. 2 jours plus tard, ma mère est apparue à mon travail. Sans prévenir. Manteau complet, talons, écharpe, tout le look. Je ne suis pas fâché, je suis juste déçu en vrai. J'étais en train de ranger après une explosion de travaux manuels à paillettes quand je l'ai vue debout dans le couloir,
les yeux balayant les murs comme si elle cherchait quelque chose de criminel dans nos baleines dessinées au crayon et nos hiboux en papier crépon. On peut parler, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Maintenant? Elle a souri d'un air crispé. Juste un moment. Je suis sorti dans le couloir, tenant encore un bâton de colle. Ta sœur est très contrariée, a-t-elle commencé. Elle dit que tu es froide. Et je dois dire que je suis d'accord. Je n'ai rien dit. Elle a regardé autour d'elle, puis a ajouté, je sais que tu aimes cet environnement, mais peut-être qu'il est temps de penser à l'image d'ensemble. Tu n'es plus une adolescente. J'ai baissé les yeux sur le bâton de colle dans ma main. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Tous les jours, je dis à mes enfants que leurs sentiments comptent, qu'ils méritent le respect, qu'il est ok de dire non. Elle a cligné des yeux. Et j'y crois vraiment, ai-je ajouté, même si je dis ça avec des paillettes sur mon pantalon. Elle m'a fixé comme si je venais de réciter Shakespeare en grec ancien. Je ne suis pas froide, ai-je dit. Je suis claire. C'est ça, grandir, poser des limites, protéger sa paix. Et abandonner ta famille. Non, ai-je répondu, juste sortir de la servitude non payée. Elle a ouvert la bouche, mais je suis retourné dans ma classe parce que l'heure du goûter était sacrée, et mes enfants ne me jugeaient pas pour ne pas avoir acheté de billets d'avion pour l'Europe. Les semaines suivantes ont été calmes. Tendues. Bizarrement calmes. Pas de demande, pas d'invitation, juste le silence. Jusqu'à la fête. L'anniversaire d'Élodie. Je n'ai pas reçu d'invitation. Ce que j'ai reçu, c'est une publication Facebook. Élodie dans un château gonflable tenant un gâteau 2 fois plus grand qu'elle pendant qu'Amélia et Marcus posaient à côté en pastel coordonné. La légende disait, certaines familles naissent, d'autres se présentent. Je n'étais pas tagué. Personne de mon côté de la famille non plus. Je suis resté assise avec ça un moment, vraiment assise sur le canapé en silence, en mangeant du pop-corn que je ne voulais même pas. Puis je me suis levé et j'ai réservé une petite salle. J'ai sorti mes boîtes de costumes, de décorations et de marionnettes. J'ai envoyé des messages à quelques parents du travail. J'ai appelé quelques faveurs. Et le week-end suivant, j'ai organisé une fête, une célébration d'anniversaire magique, colorée, chaotique et pleine de paillettes, juste pour Élodie. Juste elle et moi. Pas de politique, pas de manipulation, juste de l'amour. Nous avons fait des couronnes. Nous avons eu un spectacle de marionnettes. Je l'ai laissé vaporiser des confettis pailletés sans aucune retenue. Elle m'a serré si forte à la fin que j'ai cru que j'allais tomber. Le meilleur anniversaire de tous les temps, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri et dit, c'est à ça que servent les tantes. Sans ficelle, sans culpabilité, juste de la magie. Et cette fois, c'est moi qui ai été l'adulte. Le problème a commencé avec un message vocal. Il faisait à peine 10 secondes, envoyé à Amélia depuis l'iPad d'Élodie, qu'elle utilisait surtout pour regarder des dessins animés et appeler accidentellement des contacts au hasard. En fond, on entendait sa petite voix crier « Fête de fées ». Fête de fées. Pas de fête ennuyeuse. Pas de gâteau ennuyeux. Et puis, à peine audible, mon rire. Elle rejouait son week-end d'anniversaire depuis qu'il s'était terminé, courant partout dans le tutu scintillant que je lui avais offert, brandissant une baguette magique à paillettes, réclamant plus de brillant et demandant où était passé le dragon qui chantait. J'aurais dû m'attendre à ce qu'Amélia ne le prenne pas bien. Au début, elle m'a envoyé un texto vague, elle est confuse. Elle n'arrête pas de parler de ta fête comme si c'était la vraie. Pas utile. Puis maman, ta sœur est contrariée. Élodie n'arrête pas de demander après toi et de dire que notre fête est ennuyeuse. Ce n'est pas ok. Ça n'a pas escaladé jusqu'à ce que quelqu'un, probablement Élodie, avec sa logique de tout petit chaotique dise à sa maîtresse de garderie, ma maman est fête ennuyeuse. Ma tante fait fête fun. Elle avait même essayé de fourrer un de mes autocollants pailletés dans son casier en annonçant que c'était pour la prochaine fois. Je trouvais ça drôle. Amélia trouvait ça une trahison. La chose suivante que j'ai su, c'est que j'ai reçu un appel de ma directrice. Apparemment, quelqu'un, pas de nom, mais je pouvais deviner, avait contacté le centre pour demander si des enfants avaient déjà été retirés de classe sans autorisation par un membre du personnel. Il pêchait. Je suis resté assise dans la salle du personnel entourée de flocons de neige en papier et de briquettes de jus, en essayant de respirer.
Je n'avais rien fait de mal. J'avais des preuves. J'ai ressorti les messages. Moi, hey, juste pour confirmer pour samedi. Même heure de dépôt que l'année dernière? Amélia, oui. Juste garde ça simple. Pas besoin d'en faire trop. Moi, tout est clair pour le faire à la salle communautaire. Tout était écrit. Tout était clair. Mais ça n'a pas empêché les murmures. Ça n'a pas empêché ma tante de m'appeler pour me demander si j'allais bien émotionnellement. Ça n'a pas empêché mon père de laisser un message vocal où il disait, tu sais, on aurait pu aller à la police. On a choisi de ne pas le faire. Réfléchis-y. J'ai fixé le mur longtemps après ce message. Puis je me suis levé, j'ai fait du thé, et j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Preuve, au cas où il perdrait à nouveau la tête. À l'intérieur, tout le fil de messages, le reçu de location de la salle, les RSVP. Amélia avait texté la veille au soir, on la déposera vers 11h. Merci encore. Puis j'ai écrit l'email. Bonjour Amélia. Puisque j'entends maintenant de la part d'autres personnes que tu suggères que j'ai pris Élodie sans permission, je joins un dossier complet de ton consentement écrit. Si cela continue, ou si mon lieu de travail reçoit une autre demande mensongère, je consulterai un avocat. J'aime Élodie, mais je ne tolérerai pas d'être calomnié pour avoir organisé une fête que tu as approuvée. Elle n'a pas répondu, mais ma mère l'a fait, c'est la famille, pas un tribunal. Tu es froide à nouveau. S'il te plaît, viens en parler. Cool. Pas faussement accusée ou diffamée. Juste froide. Il transformait toujours ma douleur en problème de température. Si je restais calme, j'étais glacial. Si je montrais de l'émotion, j'étais trop sensible. Il n'y avait pas de réglage correct pour que j'existe. Pendant ce temps, Élodie continuait de demander après moi. Sa maîtresse de garderie m'a texté, elle a essayé de t'appeler avec un téléphone joué aujourd'hui. Elle disait qu'elle allait t'inviter à sa fête partie 2. J'ai pensé que tu voudrais le savoir. J'ai pleuré. Mais je n'ai pas contacté. Même pas quand Amélia a posté une photo d'Élodie jouant dans le jardin avec la légende de la maison, c'est là où est la vraie famille. Même pas quand mes parents ont posté un message commun sur Facebook à propos de membres de la famille égarés qui pensent que les enfants sont des jouets à gagner. Je n'ai rien dit parce que je n'avais pas besoin de combattre les mensonges avec plus de bruit. J'avais la vérité, et apparemment j'avais du soutien. Une semaine plus tard, mon oncle m'a appelé le bon, le seul qui m'avait un jour apporté un gâteau un mardi au hasard et avait dit, tu comptes plus qu'il ne le laisse paraître. J'ai vu la publication de ta mère, a-t-il dit. Tout le monde en parle. C'est ridicule. J'ai soupiré. Je n'ai rien fait de mal. Je sais, a-t-il dit. Apparemment, ma grand-mère avait appelé Amélia pour demander quel était le problème. Amélia avait raccroché. Ma cousine m'a envoyé un message privé, j'ai vu les photos de la fête. Élodie avait l'air si heureuse. Tu es incroyable avec elle. Et puis, sans tambour ni trompette, sans avertissement, j'ai reçu un DM d'une amie d'Amélia, quelqu'un que je n'avais rencontré qu'une fois. Hey, je sais que ce n'est pas mon rôle, mais je voulais juste te dire, la façon dont il parle de toi, ce n'est pas ok. Si tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir un jour, je suis là. C'était un petit message, mais il m'a paru énorme. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas la méchante. J'étais juste la première à dire non. Ce week-end-là, j'ai réservé 3 nouveaux clients pour des anniversaires, des parents qui avaient vu les photos de la fête de fées et voulaient quelque chose de similaire. Et peut-être que c'était la différence. La fête d'Amélia avait été parfaite Pinterest, ballons coordonnés, gâteaux chers, photographes engagés. La mienne avait été désordonnée, intime, bruyante, glorieuse et réelle. Le lundi suivant, j'ai reçu une lettre par courrier. L'écriture d'Amélia. À l'intérieur, un petit mot court. J'ai réagi de manière excessive. J'avais peur. Je n'aimais pas qu'Élodie soit si heureuse sans moi. Tu n'as rien fait de mal. Je suis désolé. Je comprends si tu veux de la distance, mais si tu veux la revoir un jour, j'espère que tu me le feras savoir. J'ai plié le mot. Je ne lui ai pas pardonné tout de suite. Ça prend du temps. Mais j'ai répondu. J'aime Élodie. Je suis toujours heureuse de la voir,
mais je ne ferai pas partie d'un système familial qui transforme l'amour en contrôle. Pour reconstruire quoi que ce soit, ça doit commencer par la vérité. Elle n'a jamais répondu à ça. Mais 3 semaines plus tard, elle m'a envoyé une vidéo d'Élodie dansant dans le tutu que je lui avais offert. Elle tournoyait, les paillettes volaient partout. À la fin du clip, Élodie a arrêté de tourner, a fait un signe à la caméra et a dit « J'aime ma tante Fée ». Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parce que je n'avais plus besoin de me défendre. Ils avaient essayé de ruiner ma réputation, et j'avais construit quelque chose de plus fort à la place. Ça fait 3 ans maintenant. Élodie a 5 ans, elle est bavarde, follement imaginative, et actuellement convaincue qu'elle est à moitié licorne. Je la vois régulièrement. Ses parents ne l'adorent pas exactement, mais ils l'acceptent parce qu'elle m'adore, et même eux savent que ce que nous avons est réel. Et franchement, ils ont besoin de la pause. Amélia a fini son diplôme finalement, mais ce n'était pas facile. Sans mon aide financière, elle a dû réduire ses voyages, refuser certains programmes de carrière non payés et contracter un prêt important. Elle a galéré au début, jonglant entre l'école, une tout petite et plus de week-ends libres. Mais elle s'en est sortie, elle a trébuché, elle s'est adaptée, et à sa manière, elle a grandi aussi. Elle travaille maintenant. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas international, et certainement pas ce dont elle se vantait autrefois au dîner de fête. Mais c'est à elle. Elle va bien, juste plus sur un piédestal. Mes parents? Nous gardons un contact distant. Quelques messages obligatoires. Ils ne comprennent toujours pas. Ils pensent que j'ai réagi de manière excessive. Mais ils n'ont jamais offert de vraies excuses, juste du silence suivi de textos occasionnels parfumés à la culpabilité du style « ta sœur fait de son mieux ». Moi? Je dirige une petite entreprise qui propose des ateliers créatifs pour enfants. J'ai une liste d'attente pour les anniversaires de 2 mois. Je suis régulièrement invité à prendre la parole lors d'événements sur la petite enfance. J'ai même embauché une assistante à temps partiel. Elle s'appelle Bray, et elle est meilleure que moi pour faire des animaux en ballon. Je porte toujours des paillettes, je raconte toujours des histoires, j'utilise toujours des voix bêtes et j'ai toujours de la peinture dans les cheveux. Mais maintenant, personne n'appelle ça infantile. Ils appellent ça bouquet et prospère. Et parfois je me demande encore, est-ce que je suis allé trop loin? Puis je me souviens à quel point c'est paisible maintenant. Qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort de tracer la ligne quand je l'ai fait, ou ai-je attendu trop longtemps? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez déjà dû choisir votre paix plutôt que leur confort, likez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul.